Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, le deuxième épisode de janvier 2024. Donc, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex, comment ça va? Salut Patrick, salut tout le monde. Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Petite, comme d'habitude, l'hiver, tu vois, l'hiver c'est de l'ordi et du ski, donc c'est cool. Bah pareil pour moi, hein. En plus, il a neigé hier sur Annecy, donc on a plein de neige, tout ça, donc c'est cool. On va pouvoir enfin skier vraiment pour la saison. Donc, bah super. Épisode de news, bah, comme le dernier épisode qu'on a fait déjà, un petit peu plus court, un petit peu plus frais. J'aimerais revenir un petit peu sur les commentaires du dernier épisode. Enfin, on a eu plusieurs commentaires, donc notamment, alors, grand honneur pour nous, on a Sébastien Chopin qui nous a laissé un commentaire sur sur les dernières news, donc c'est super, et voilà, qui nous confirme que pour 2024, ils vont essayer de plus communiquer par rapport aux possibilités de Next. Donc ça, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis fan, mais bien sûr, et je pense que, allez, je prends un engagement solennel devant tout le monde de justement de plus créer de contenu sur Nuxt, sur comment utiliser Nuxt, comment utiliser Nuxt côté serveur où il y a vraiment de Ouais. très 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 belles choses à faire. Clairement, il y aura des workshops ou des vidéos masterclass sur Nuxt et sur Nuxt Server. Voilà. Maintenant, c'est dit. Maintenant, j'ai plus le choix. Je serai obligé de le faire. Ouais, ouais, mais c'est clair, et il le mérite. Euh, Après, on a eu des retours aussi au niveau du format d'épisode aussi, évidemment. Donc, il y a des gens qui aiment le format court, il y a des gens qui regrettent un petit peu le format long. Alors, on vous rassure, le format long, on n'est pas abandonné, hein, et on va continuer des Mm-mm. formats longs, évidemment. Là, c'est juste qu'en ce moment, les formats courts sont pour nous plus pratiques, en gros. On a aussi un retour par rapport au fait qu'on avait parlé de Nitro dans Solid Start, en fait, le nouveau framework de Solid. Quelqu'un nous a donné un commentaire comme quoi H3 était aussi utilisé dans Analog.js, qui est l'équivalent de Next pour Angular. Donc voilà, intéressant aussi, tu vois, Qui est absolument on pourrait H3. dire Donc, le méta framework par-dessus Angular pour faire ouais, des applications, mais aussi du SSR, quoi. voilà, ouais. Et puis après, on a aussi un retour par rapport à Express. Donc, on est toujours un petit peu, voilà. Sur Express, on a notre avis qui est assez tranché aujourd'hui, je pense. Et bah du coup, j'enchaîne pour la peine. Bah, je me suis collé sur un article sur les alternatives à Express.js, puisqu'on est voilà. Donc, il est disponible sur le site du podcast double/.dev. Donc un article qui explique, j'ai 6 alternatives, et j'aurais pu en mettre plus, hein, il y en a des tonnes, mais 6 alternatives solides, hein, qui sont voilà, avec une communauté, avec un projet qui est robuste, voilà, qui dure dans le temps, pour à choisir par rapport à Express.js. Express.js, je le rappelle, qui a été créé il y a plus de 13 ans quand même, qui n'évolue plus trop depuis pas mal d'années, hein. Certains diraient 2017. Voilà. Ouais. Et après, voilà, on le qualifie de lent, etc. Enfin, il y a plein voilà, de choses qui sont dites sur Express.js. On a de nouvelles alternatives qui sont super intéressantes, dont H3, là, dont qu'on vient de parler. Donc, allez voir l'article, et puis faites votre choix. Mais après, on Et vous il y empêche a, pas d'utiliser hein, Express.js, exactement, quoi. exactement. Et on utilise. Il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent l'argument comme quoi derrière Next, il y a Express. Ouais. C'est l'argument qui est souvent utilisé et pour moi qui ne tient pas, quoi. Qui ne tient plus. En tout cas, allez voir l'article, il est super intéressant et faites-vous votre propre avis sur Ouais. l'alternative à Express. Ouais, il y en a plein. Exactement, il y en a plein. Allez, on attaque ce Ouais. petit tour de la semaine avec des outils. On va commencer tout de suite avec un outil pour les devs, évidemment, un outil qui s'appelle Transform, qui va nous permettre de transformer en fait plein d'informations vers n'importe quoi. Pour commencer très très simple, on va pouvoir faire du SVG vers du React Native. En clair, on va lui coller le SVG en code, donc le markup en fait du SVG, et il va nous sortir directement le composant React Native. Oui, et dans le même acabit, on va avoir plein de transformations. Mm. On pense surtout, ce qu'on voit, c'est une utilisation d'un JSON où pour transformer en fait toutes les données du JSON en MySQL,
on va avoir des fonctions intéressantes. En Rust, on va faire ce qu'on parlait tout à l'heure avec Patrick, on va lui Ouais. coller un JSON classique et lui, il va automatiquement en fait créer le schema avec la validation, avec la librairie de validation Zod. Et donc ça, c'est quand même hyper pratique et Mm. super rapide à utiliser. Ouais, il y a une tonne de transformers, en fait, c'est excellent. Ouais. Ça fait gagner pas mal de temps. Ouais, ne serait-ce que l'exemple là de Zod, là, c'est génial si tu veux voilà, typer ta réponse de l'API, bah, ça se fait assez rapidement à partir d'un JSON, donc Et temps ce qui est gagné incroyable. Exactement. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu prends la réponse d'un serveur non typé où là, tu n'as pas Ouais, accès au typage, mais tu vas prendre la réponse et tu vas créer en fait un schema à partir de cette réponse. Ce qui fait que toi, après, bah, de ton côté, en fait, tout sera typé et tout sera super intéressant. Euh, il y a aussi du CSS, il y a du GraphQL, du JSON, du TypeScript, du Flow, enfin voilà, et tous les formats un petit peu ésotériques. Alors, je supporte pas le XML. Je sais pas si tu es fan de XML, toi. je suis pas fan, on va pas dire ça, mais c'est pas un format dégueulasse quand même, Ah ouais. il Moi, bah, j'aime pas. alors il est facile à manipuler, dans la plupart des langages. Il est strict en fait puisque c'est des attributs, et cetera. Donc dans l'ensemble, il est quand même assez, enfin il est fiable, on va dire. Après c'est sûr qu'un JSON, c'est beaucoup plus simple à manipuler, Ouais. mais XML reste une valeur sûre. Ok. Bon, mais Désolé. néanmoins, je suis... Non, non, mais il n'y a aucun problème. J'ai le droit d'avoir ma conviction sur le XML. Moi, je suis pas très, très, très fan. Non mais après je suis pas super fan, hein, attention, hein. Ouais. Je Tout, suis je suis pas un amoureux, Ouais. hein. Mais toujours est-il que ce petit site en fait est quand même pas mal pour faire toutes ces transformations qui sont un petit peu pénibles et si on doit le faire une fois ou deux fois dans notre code, on peut gagner du temps. Si après Ouais. on doit le faire de manière systématique, bon peut-être qu'on peut encapsuler ça directement dans notre code et faire ça dans notre code base. Mais si c'est juste pour voilà, on peut le faire directement depuis cette interface. Ouais, top, top. Ouais, On passe pratique. à la suite, Ouais, Vue 0, qui est en fait ni plus ni moins l'alternative à V0 que Vercel a sorti il y a quelques mois déjà, ou ouais, ouais, on va dire quelques mois, où on utilise nos clés API de OpenIA pour faire et générer du code directement, sauf que V0 est uniquement sur du React. Et donc, il suffisait de laisser un peu faire la communauté Vue pour que le projet en fait migre vers Vue. En tout cas, qu'on puisse utiliser Vue. Donc, ouais. en clair, pour faire super court, on va utiliser un prompt et on va lui demander de coder une login page et l'IA en fait va nous sortir le bout de code directement collé, copy-paste et qui est Mmh. directement prêt. Donc là, en fait, l'exemple, c'est centre et mets-moi un espèce de bouton lecteur. Euh, non. D'abord, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, il y a des versions. Donc, en fait, on Ouais, va faire plusieurs itérations. Sur la première itération, on va lui demander qu'est-ce qu'on veut coder. Donc là, pour l'exemple, par exemple, il demande de coder un lecteur de musique inspiré de Spotify. Et il va directement coder, il va coder ça. Et en fait, on peut voir le code. Donc, c'est directement disponible. C'est codé avec Tailwind et ouais. c'est inspiré de Shad CDN, je crois. Bonne question, je sais pas. Ça, je peux Euh, pas te il, répondre. il me semble que ça récupère Il a les composants component, bah, je sais pas, de... les components UI slider, UI avatar, je sais pas. Après, C'est pas indiqué, ça, c'est des icônes. Mais ouais. en tout cas, je pense que c'est un super projet qui est en plus n'est pas rattaché à une grosse boîte.
On fork le projet, on met ses clés Mm. API et on utilise et on paye en fait à la consommation, quoi. Euh, Moi, j'y crois vraiment à ce type de système pour gagner du temps de ma boule, quoi. On va aller beaucoup plus vite pour faire des MVP, pour faire des protos. Est-ce que on va générer un site complètement avec ça? J'y crois pas. Par contre, Non. on peut vraiment gagner du temps sur la première version et après, en fait, on affine, on peaufine. Est-ce que les non-codeurs, ceux qui ne savent pas coder, pourront faire des sites internet qu'avec ça et faire un peu du copier-coller et bim, ça marche? J'y crois pas Non. du tout non plus. Non, non. Non, non. C'est Non. vraiment. Ben non, là, il faut un minimum de connaissances parce que déjà rien que le copier-coller, faut que tu fasses un component vue, etc. Il faut que tu importes les librairies qui correspondent. Enfin, ça, c'est pas possible. C'est clair. Donc, non, non. Après, moi, je trouve ça génial. D'un autre côté, est-ce qu'à un moment donné, on va pas avoir les sites qui seront tous pareils parce que finalement, ça ressort à peu près toujours le même style. Mais Est-ce en qu'à un fait, moment donné, on va pas se non, moi je retrouver suis avec les pas mêmes d'accord. sites partout, quoi? Non, Ah ouais? moi, Ok. non, je suis pas Débat. d'accord. En fait, je pense pas. Ce qui est déjà le cas, en fait, c'était déjà le cas avec Bootstrap. Tous les sites se ressemblaient. Euh, Ah, pas de gros mots. Après, en fait, tu vas avoir Tailwind et Shad CDN aujourd'hui. Et Ouais. voilà, ça fait partie des standards et Oui. tu vois tout de suite si le site ressemble à ça ou pas. Après, libre à toi de changer quelques couleurs, un style. Mais là, en fait, c'est le component, il est codé, quoi. Le component, il est codé. Ouais, Donc, ouais, ouais, c'est clair. après, si tu veux le customiser et mettre ton propre design, bah, libre à toi de le faire. Mais ça va te faire. Moi, je vois ça comme ça va te faire le gros œuvre. Ça va te faire le gros œuvre et après, libre à toi de faire la finition pour avoir un truc un peu léché, propre, tout. Euh, pour moi, tu vas vraiment gagner du temps à utiliser ce type d'outil-là. Vraiment, je pense. Oui, on est T'as d'accord. pas l'air convaincu, Patrick. T'as pas l'air Non, non, convaincu. non, je trouve que en fait, pour moi, c'est bien pour un, voilà, t'es développeur un peu seul, tu fais des interfaces, tout ça. Oui, c'est utile. Après, quand tu as une équipe avec un designer, tout ça, qui travaille Ah l'UI, bah tout non. ça, Évidemment. ça peut Évidemment. être une bonne inspiration, ça c'est clair. C'est une bonne inspiration. Après, tu peux modifier des choses, tout ça. Je sais pas s'il y a la possibilité de l'exporter en mode Figma ou un truc comme ça, tu vois. Ça peut être pas mal aussi. Je Tac, suis pas sûr que ce tac. soit possible. Mais For copy. Non, je pense pas que tu puisses l'exporter parce que sur ça pourrait être Figma. pas mal pour le coup, en fait. Mais après, bon, c'est pas Ouais. vraiment. Enfin, c'est pas fait pour ça, mais Non, c'est pas fait pour ça. Et justement, tout ouais. l'intérêt, il est plutôt d'utiliser le code. Enfin, tout l'avantage de cette Oui. librairie, c'est qu'elle te génère le code, elle te génère pas le design. Parce que pour générer du Mm. design, je pense qu'il y a le même outil sur Figma qui vient brancher OpenAI derrière et Chakaboom, quoi. Donc non, là, le gros avantage, c'est que ça te génère le code. Enfin, là, tu vois le En code tout et cas, tu le copies, quoi. super pour faire un POC, ça c'est clair. Tu peux faire un Ouais, POC hyper rapidement. la Mais vitesse où tu après, peux. bon. Ouais, non, mais c'est un super outil, c'est clair. Je dis pas le contraire. À tester, Après, à voilà, tester. comme Bootstrap, comme plein de trucs, et après tu te retrouves avec les mêmes sites partout. Alors même si Bootstrap, tu peux le customiser et changer l'aspect, là c'est pareil, on va dire, mais ouais, en tout cas, une petite aparté, V0 est depuis décembre, parce qu'avant c'était sur invitation, etc. Ouais, Voilà, c'était en bêta. Là maintenant, il est ouvert depuis décembre à tout le monde, donc à tout le monde. la Ouais. version de Vercel. Bon, vue 0, enfin, je trouve ça cool, en tout cas. En tout cas, c'est pratique, voilà, ouais, c'est bien. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est le fait que t'es pas tributaire d'une boîte. Tu mets ton propre token Ah oui, et on est d'accord. tu payes à ta consommation. Et autant dire, la création de ton composant, elle va te coûter des pouillèmes de centimes, quoi. Donc non, c'est quand même très, 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 très intéressant. Ouais, ouais. On Allez. valide, on valide. Un autre outil, pareil, sur le dernier épisode, on a pas mal parlé des PWA. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis assez longtemps, tout le monde sait que chez Double Slash, on est plutôt
pushy Mm. sur les PWA. On a pété toutes les barrières psychologiques à l'entrée du marketing et tout ça. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un projet qui vient en fait référencer tout ce que peut faire les PWA. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment dans le contexte où la page est chargée, où en fait le site en fait va pouvoir analyser si ces fonctionnalités sont disponibles sur l'appareil ou pas. Donc si vous ouvrez cette page depuis un navigateur internet, depuis un appareil iOS ou depuis un appareil Android, vous allez pouvoir tester toutes les fonctionnalités. Et donc on passe de la caméra, de la géolocalisation, de l'authentification Face ID ou avec empreinte digitale. Est-ce qu'on a accès au file system, à la Mm. vibration, tout ça. Et en fait, on a toutes les Et toutes API, les en fait. features, hein. Ouais, Ouais, toutes toutes les les features API. PWA en fait. Exactement. Voilà, et en fonction de si tu es sur un mobile ou quoi, il y a des trucs qui fonctionnent ou pas. L'authentification, souvent c'est plutôt sur mobile, on va dire. Il y a des choses qui sont dispo que sur mobile, l'accès au contact, tout ça, mais c'est ouais, c'est complet. Ça donne tu vois, là, on se rend compte que la puissance des PWA, quoi. Ah ben Tout ce qui oui, est possible de faire avec, quoi. Ça, complètement. en fait, c'est un super outil pour convaincre un client, par exemple. Bah, Enfin, je pense. exactement. Exactement. Ouais. Et pour le coup, j'étais à une conférence au mois de novembre, là, enfin non, un meet-up, et quelqu'un était complètement anti-PWA parce que, par conviction, par Je conviction, crois savoir qui c'est. par conviction, et en fait, bah, tu lui montres le site, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Donc il m'explique sa fonctionnalité et son service, et je lui sors le site, et je lui dis, regarde, installation en one click sur la home page, vibration, machin, ok, contact, tac, enfin là, tu lui montres tout, et en fait, à la fin, il est obligé d'admettre que, ah, ah, quand même, quand même. Donc, site très intéressant si vous voulez vous pencher sur les PWA et voir en fait toutes Ouais. les possibilités et d'utilisation dans le contexte du navigateur. Mm. Et on avait, attends, juste en aparté, on avait un commentaire, j'ai oublié d'en parler au début, de Rico 2011 qui nous disait aussi, parce que justement, le dernier épisode, on a parlé des PWA, il nous a ajouté un truc comme quoi les apps mobiles qui sont faits avec React Native et Expo aujourd'hui, enfin React Native qui Hmm. est beaucoup utilisé maintenant pour faire des. Tu peux mettre à jour ton application over the air, en fait c'est OTA, voilà, sans Hmm. Sans passer par le télécharger la store. nouvelle version et en fait, Voilà. ok. Ah, Voilà, donc tu as une mise à jour hein, dans l'application qui se fait automatiquement. Voilà. Donc voilà, petite précision. Voilà. super intéressant. Pour le coup, ça c'est quand même cool. Et c'est un des gros avantages aussi de la PWA, hein, tu gardes le contrôle de ton déploiement. Oui, bah ça, tu fais ce que tu veux, ouais, c'est clair. Yep. Mais React Euh, Native, aujourd'hui, il a vraiment pris de l'ampleur et c'est beaucoup. En fait, on ne le sait pas, mais il y a beaucoup d'applications sur les stores qui sont faites avec React Native aujourd'hui. mais peut-être que ça serait sympa d'inviter un mec qui touche un peu Ouais, en carrément. React Native et qui nous expo React Native. Si vous connaissez Expo, ouais. quelqu'un, Ou mettez-le vous, ouais. dans le Un commentaire petit là. commentaire. Ouais. Un petit commentaire, vous dire ouais, ce mec-là, c'est une machine en React Native et est-ce qu'il pourrait venir sur Double Slash? Et puis nous, on essaye de l'inviter pour nous parler un peu de React Native. Yeah. Allez, on parle de Enost. Enost qui a fait une semaine un peu lancement. C'est un peu la tendance maintenant chez tous les opérateurs, en tout cas chez tous les services web. Au lieu de faire une journée de lancement, ils font une semaine de lancement où ils sortent et ils viennent étaler toutes les fonctionnalités sur la semaine. Parce que bah, la fête est plus folle quand elle dure, donc c'est plus intéressant. Toujours est-il que c'était la semaine de Noël. Et Enost, alors pour ceux qui ne connaissent pas Enost, on va dire que c'est l'équivalent de Supabase, donc c'est un back-end as a service sur laquelle tout est basé sur Asura, donc qui est
un générateur d'API où en fait on vient brancher notre base de données, ça va générer une API avec les droits, les autorisations, tout ça. C'est fait sur une API GraphQL, même si maintenant on peut faire aussi du REST. Et Enost en fait vient rajouter toute la brique authentification, vient rajouter une brique de stockage aussi pour stocker des fichiers et vient rajouter aussi une brique de fonctions serverless pour faire en fait de la custom logic. Et ils viennent aussi rajouter l'hébergement d'un service tiers qu'ils appellent du run, où en clair on va pouvoir lancer un Docker dessus. Et cette semaine, ils ont annoncé justement une nouvelle dimension en fait qui s'appelle Graphite. Ils ont appelé ça Graphite. En clair, ça vient utiliser tous leurs services avec une surcouche d'IA parce que c'est complètement dans l'air du temps. Donc, ils ont fait une semaine avec plein d'informations là-dessus. Si on fait un récap très rapide de cette fonctionnalité-là, en fait, on en avait déjà parlé sur un épisode, mais ils vont faire de l'auto-endbending. Alors, on en avait déjà parlé de l'endbending. Pour faire très court, quand on vient enregistrer une ligne dans une base de données, aujourd'hui, on a des bases de données qui sont dédiées au stockage de données vectorielles. En clair, on va prendre nos données, on va les envoyer à OpenIA ou un autre moteur et toutes les informations de cette ligne vont être encodées selon des coordonnées vectorielles. Donc, c'est une suite de chiffres assez abstraite. Et ces chiffres-là, on va pouvoir les stocker en base. Donc, soit il y a des bases qui sont dédiées pour les objets vraiment vectoriels, soit en fait on peut ajouter sur du Postgre par exemple, on peut rajouter une extension qui s'appelle PG Vector et qui va permettre en fait de prendre en charge ce format en fait vectoriel pour stocker les objets. Alors vous allez me dire c'est cool, mais qu'est-ce qu'on en fait? L'avantage de ce auto-endbending en fait, c'est que quand une nouvelle ligne va être inscrite dans la base de données, le programme en fait va automatiquement générer ce bout de code. Donc en clair, ils vont prendre les informations, ils vont les envoyer via votre clé OpenIA, ils vont envoyer toutes ces informations-là, ça va vous retourner les informations vectorielles qui vont être stockées dans votre base de données et derrière, vous allez pouvoir faire plein de choses avec, je pense à la recherche sémantique. Donc la recherche sémantique, ça va vous servir pour faire des recommandations, pour faire des ventes plus 1, pour créer en fait des cocons. En clair, quelqu'un qui a acheté un vélo, potentiellement, il pourrait acheter aussi des pédales automatiques. Ou s'il a acheté des pédales automatiques, on va lui suggérer d'acheter des chaussures parce qu'on est dans la vente additionnelle. Sauf que ça, en fait, on pouvait le faire avant via des algorithmes et maintenant, via l'IA, en fait, on va pouvoir le faire selon les sémantiques parce que les deux points, en fait, dans la représentation vectorielle sont à côté et donc on va pouvoir faire de la recommandation comme ça. Et grâce à leur nouveau service, on y arrive, on revient sur Enost, grâce à ce nouveau service, ça se fait automatiquement. Et donc ça, c'est super pratique parce qu'on n'a pas besoin de coder nous-mêmes ce système de données pour aller traiter au fur et à mesure de la donnée. Ils ont intégré ça directement, nativement dans leur service. Et donc ça, c'est quand même pas mal. Du coup, quand il fait une recherche, il recherche sur les éléments vectoriels? Alors, deux possibilités. Soit tu fais ta recherche classique avec ton search via ton ORM, d'accord? Ouais. Soit, en fait, tu vas utiliser leur système qui s'appelle Graphite, qui lui, justement, C'est Graphite, ok. exactement, en fait, qui va encoder ta requête avec En fait, il va transformer ta requête en un objet Ouais. vectoriel et après, il va aller analyser où est
la réponse la plus pertinente par rapport à ces deux objets vectoriels, donc ta requête et D'accord. l'objet dans la base, et il va aller chercher la connexion et il va te sortir en fait une liste d'objets avec un score en disant bah, celui-ci il fit, il est au plus près, il est peut-être à 0,98 de ta Mhm. requête, donc ça veut dire qu'il est assez proche, ou à l'inverse, il va te mettre bah, voilà, l'objet le plus proche que j'ai, en fait, c'est 0,60, donc ça veut dire que c'est assez loin, mais c'est Mhm. ce qu'il a dans la base. Ok, ok, je comprends mieux. Ouais, je comprenais pas l'histoire de stocker du vectoriel. Maintenant, je comprends mieux. Ouais. Ok, Ok. je vois Ah oui, l'intérêt. t'es obligé, en fait, t'es Ouais, obligé d'encoder aussi ta requête, sinon ça marche pas. ouais, ouais. Mais D'accord, ouais, donc automatiquement, il te le transforme et après, toi, derrière, les recherches, elles vont taper dedans. Ok, d'accord. exactement. Ouais, d'accord, je comprends. Ah, ouais, c'est pas mal, pas mal. Euh, Nickel. Toujours à base d'IA, en fait, ils ont fait leur petit assistant où ils ont intégré toute leur base toute leur base de documentation pour pouvoir en fait créer une sorte d'assistant spécifique à Enost. Et donc tu peux parler avec lui, avec l'assistant, et il va te répondre des réponses spécifiques à la documentation. Donc soit tu cherches dans la doc, soit tu lui poses des questions et lui il va te renvoyer des liens bien spécifiques, donc c'est toujours intéressant. Et voilà, après on va pas développer plus, mais dans l'idée, Enost vient se doter en fait de pas mal de fonctionnalités avec de l'IA et qui facilite le boulot des devs. Ils en ont Mhm, mhm. profité aussi pour refaire le site de la documentation qui était un peu pas très clair parfois, faut l'avouer. Pour le coup, je l'utilise sur un projet pro. euh, Tu et peux donc, partager la doc? pardon. Tu peux Ah oui, partager je la peux. doc? Parce qu'on a... Oui, bien sûr, bien sûr. Je peux largement partager la Ah, doc voilà. qui a été refaite avec un outil qui Ah s'appelle oui, c'est clair. Mintlify. Et ils ont Comment t'es... vraiment. Meatlify? C'est comment t'as dit? euh, ouais, je crois que c'est. Ouais, Mintlify. Ouais, Ah c'est oui, ça. Mintlify. Ok, Mintlify. Ouais, c'est un outil qui te permet de faire des documentations et d'accord. c'est plutôt bien fait. Et tu peux même intégrer, donc tu peux intégrer la doc, mais tu peux aussi intégrer le, tes endpoints en fait Mhm, avec le standard. C'est quoi? C'est Open API, je crois. Et mhm. donc ouais, Ah non, oui, oui. Mhm. ça marche, ça marche plutôt bien. Donc non, très belle refonte de site et extension intéressante. Ouais, classe, ouais. Du coup, la recherche de la doc, elle doit fonctionner avec le vectoriel. Ah, il y a grande chance. Il y a quand même J'espère. forte chance. Ah, nickel. Bel outil. Allez, on passe sur la popularité parce que en tant que dev, on est toujours à fond sur la hype. Et donc, Ouais. on se doit de suivre la hype. Et là, c'est un projet qui vient reprendre un peu la popularité des projets, c'est ça? Ouais, tous les ans, ils sortent. En fait, on a dû en parler l'année dernière. Tous les ans, ils sortent le classement par rapport au projet sur GitHub. C'est par rapport au nombre de stars, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc là, si tu remontes un petit peu, tu verras, il y a toutes les années, ça fait depuis 2016, je crois. 2000, tout en haut. Ah oui, Voilà, depuis 2016, ouais, c'est ça. 2016. Ouais, c'est ça. Depuis 2016, tu as donc déjà c'est intéressant parce que tu peux voir le changement depuis 2016 Ah, des depuis projets toutes les tendances, exact. et donc 2023 ils viennent sortir et puis donc c'est par rapport aux stars. Alors comme on en discutait juste avant, pour moi les les stars ça n'a aucune valeur. Donc c'est comme un like sur Instagram ou des trucs comme ça en fait. C'est tellement ça demande tellement peu d'efforts de mettre une stars ou un like que pour moi ça veut rien dire. Donc évidemment bah bon, ça donne quand même un aperçu des projets qui sont beaucoup vus et beaucoup appréciés. Ouais. Mais bon, voilà. L'avantage, en fait, enfin, après, bon, on peut passer vite fait sur le classement. C'est toujours intéressant. Après, moi, ce qui m'intéressait surtout, sur ce classement, c'est que ça fait découvrir en fait des projets qu'on ne connaît pas forcément. Donc, j'en ai repéré deux, trois, voilà, que je connaissais pas. Donc, c'est pas mal. Carrément. Et pour abonder dans ton sens sur les étoiles, personnellement, moi j'utilise les étoiles comme des bookmarks.
Donc en fait, je Mm. m'en sers, je dis ok, ce projet il est intéressant, je vais le mettre de côté, je l'utilise comme un bookmark et après dans GitHub, je me suis fait des listes. Et en fait, je vais Ouais. la mettre dans les bonnes listes, ce qui fait que, ah ouais, si c'est sur du runtime JS, bah bam, ça va dans mon runtime JS. Ça, c'est pour Vue, ça, c'est pour Nuxt, ça, c'est pour des projets open source, ça, c'est Enfin voilà, je me suis fait toute une classification des listes et j'utilise les stars comme des Ouais. bookmarks. Ouais, je suis Donc, impressionné. T'as tout un classement. Putain, ouais, je vois que ouais. t'es bien organisé sur GitHub. Ouais, je sais pas, je sais pas, mais en tout Mais cas, c'est toujours compliqué. En fait, c'est super frustrant de voir un projet, tu dis, ah ouais, ça c'est super cool, je vois l'intérêt. Actuellement, j'en ai pas besoin parce que professionnellement, j'en ai pas besoin, mais ça pourrait me servir. Je le mets de côté, je le tag, je le range dans les bonnes cases, et demain, bah, quand je reviens dessus, j'y retourne. Un exemple typique, c'était un espèce de partage de calendrier avec des events ouais. où en un seul clic, tu peux ajouter et ça te crée l'événement compatible Outlook, Google, Gmail, enfin tout ça quoi. Bah ça en fait, je l'avais mis dans mes bookmarks peut-être un an avant quoi. Et après, je l'ai utilisé. Mhm. Donc Ouais. c'est quand même intéressant. Bah, je pense que, enfin, ce que tu dis, enfin, à mon avis, maintenant que tu le dis, les stars sont à la base des bookmarks, hein. Je pense ça a été créé pour ça, en fait. Et c'est Ouais, devenu un truc comme un like, mais en fait, oui. c'est un bookmark à la base, en fait. Ouais, Certainement. je pense. Et aujourd'hui, tout le monde se vante en mode oui, on a 35 000 likes, enfin 35 000 stars. Donc ça devient un argument de popularité et tout le monde se Ouais, base là-dessus. Mais bon, enfin, un bon marketeur dirait que c'est du vanity métrique, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est ça, ouais. c'est c'est égo à mort. Voilà. Après, combien c'est utilisé, enfin combien de fois ce projet est utilisé sur des sites de prod, pour le coup, ça amène plus Ouais, ça, d'informations viables, quoi. ouais, ça apporte plus d'infos. Après, c'est des sites qui sont publics. Enfin, après, il y a beaucoup de sites qui sont privés, tout ça, de projets Bien privés, sûr. donc tu peux pas savoir. Mais ouais, ça, c'est plus intéressant de savoir combien d'utilisateurs, tout ça, combien de contributeurs, tout ça. Ouais. En tout cas, bravo au premier du classement, Shad UI, là. Shad CN UI, qui est Chatsen, ouais. impressionnant quand même d'être le premier dans le classement populaire de tous les projets, en fait, qui est une librairie de components, voilà, basée sur Qui, Radix, il me semble. Donc, ouais. Par contre, il me semble elle est que fait sur React, ouais. même s'il y a un projet qui est en train de forker, qui est en train de se mettre sur Vue aussi. Mais je Mm. crois que c'est avant tout une librairie pour React, quoi. Ouais, ouais, c'est Euh, React, parce que Radix UI, c'est du React, donc ouais, ouais, il est ouais. basé sur React. Et Alors, pour on le coup, retrouve. Ouais, vas-y, Ouais. vas-y. Non, je disais, c'est le même design que Vue 0 qu'on a vu tout avant, Eh justement. ouais. Donc Eh ça revient ouais. à ce que je te disais, on va avoir tous les mêmes sites bientôt, Euh, noir et blanc. mais ouais, non, mais pour le coup, tu vois, pour moi, c'est pas propre, c'est pas propre à Vue 0 ou à V0 quoi. C'est propre justement aux librairies de composants qui sont populaires et tout le monde utilise. Mais néanmoins, Mm. c'est quand même vachement slick, c'est propre, c'est joli. Tu vois, c'est pas, enfin, c'est et en plus, tu peux le customiser, quoi. Tu peux changer tes couleurs Ouais. facilement, tu peux changer tes typos, tout, alors que, putain, avec sur Bootstrap, c'était l'enfer, quoi. Donc, on a plus de possibilités aujourd'hui avec ça qu'on Si, pouvait faire avec avant. je vais vous avouer un truc. Oh, attention. J'ai fait attention, j'ai fait du bootstrap il y a pas longtemps. Alors c'est pas, attention, c'est pas mon choix. Ouais. J'ai simplement travaillé. Je travaille actuellement avec une agence, voilà, pour des projets, et en interne, j'utilise Bootstrap, voilà. Donc c'était la dernière, la version 4 ou non 5 je crois, du coup qui est quand même plus avancée avec des helpers, tout ça, qui ressemble un petit peu à Tailwind parce qu'ils ont évolué du coup, maintenant tu as des helpers pour les marges, tout ça, M0, tout ça. Mais j'avoue, Les classes utilitaires. Ouais. voilà.
C'était Désolé. la confession de Patrick. Il a utilisé C'est ma Bootstrap, confession. Non, et c'est juste pour dire qu'il y a encore beaucoup d'agences qui travaillent en interne avec bien Bootstrap sûr. ou des outils comme ça, qui font. Alors, j'ai découvert aussi. Alors, c'est la réalité des agences. Alors, tiens, un petit aparté, on sort un peu du truc, mais c'est la réalité des agences. En fait, je me retrouve confronté avec certaines agences en ce moment où ils ont des outils, voilà, qu'ils utilisent pour tous les sites, etc. Et la problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement dans le speed, en fait, c'est qu'ils n'ont pas le temps de faire évoluer leur tooling interne, en fait. Donc voilà, donc tu te retrouves avec du Webpack, avec du Bootstrap et des choses comme ça. Et ouais. Tout ça parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler dessus et de faire évoluer leur tooling. Donc en fait, on a beaucoup d'agences encore qui bossent avec des outils comme ça. Donc faut le savoir, c'est la réalité du terrain, quoi. Ouais. Après, voilà, ils font du bon boulot, hein, mais bon, à des moments, c'est dommage qu'ils aient pas le temps de se poser pour dire bon, on va faire évoluer, on va passer sur Vite, on va passer sur Tailwind ou des choses comme ça. Ouais, mais souvent, en fait, c'est le lead dev qui va rentrer dans l'agence, qui va mettre un peu une stack. Ils vont construire sur cette stack, ils vont industrialiser. Et une fois qu'ils ont Hmm. industrialisé, bah, faire évoluer la stack, c'est compliqué aussi parce qu'ils doivent gérer deux stacks, l'ancienne et la nouvelle qu'ils veulent implémenter. Et donc, ça prend du Ouais, ouais. temps, et du temps, c'est de l'argent. En agence, c'est rush, 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 souvent, souvent. Hmm. Souvent, ouais. Ouais, c'est carrément compréhensible. Enfin, on Hmm. comprend, on Mais c'est comprend. exactement ce que tu dis en fait. Ils ont fait, voilà, ils ont industrialisé leur process, tout ça, et puis maintenant, voilà, ils ont du mal à le faire évoluer, tout ça. En plus, il y a un aspect développeur back et développeur front. Les backs sont pas du tout CSS, NPM, tout ça. Donc tu vois, il y a tout cet aspect. En fait, voilà, c'est la réalité du terrain. Quoi. Des fois, c'est bien d'être confronté à ça parce qu'on se rend compte quand même, c'est pas si simple. C'est jamais si simple. Et c'est jamais aussi binaire, tu vois. Ouais, C'est pas en mode facile. ouais. Yes. Écoutez, On revient Patrick, sur le tu vas, classement. Hein. tu vas Attends, on n'a rajouter pas sur fini un sur le truc. classement. On n'a pas fini Ah sur bah le oui. classement. Ah ouais. Attends, on est sorti et puis faut que tu reviennes en arrière. Ouais, voilà. Ok. Non, non, juste pour parler des librairies. Bah, j'ai découvert deux, trois librairies. Bah, alors, Drizzle, c'est un ORM qui est dans le classement, là. Voilà, c'est le seul ORM de tout le classement, de tous les projets, là. Voilà, qui est apparemment super connu et qui est dans les premiers. Et Je sais pas, tu l'as déjà été. je vous invite à suivre le compte de Twitter sur Drizzle parce que il Hmm. fait des putains de tacles à tout le monde. Mais c'est Ah ouais? juste. Ah ouais, c'est énorme. Il a le community manager, ou je sais pas si c'est le CEO ou le community manager de Drizzle, mais leur communication est topissime, sarcastique au possible. Non, franchement, elle est excellente. Et pour moi, ils sont en train de défoncer Prisma, qui est une boîte privée avec un service privé et tout. Enfin, une boîte qui a levé Mhm. et qui a besoin de faire de l'argent, d'où le système de service, tout ça. Et là, Drizzle est en train de leur faire très, 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 très mal. Et le gros avantage, c'est que Drizzle en fait est nativement en fait compatible avec les workers. Donc on Hmm. peut l'exécuter sur des edge functions, alors que Prisma Ouais. pendant longtemps ne pouvait pas. Maintenant, tu peux le faire via un espèce de truc qu'il faut que tu installes en plus. Enfin voilà, c'est un peu plus compliqué. Pendant longtemps, c'était pas possible sur Prisma et Drizzle le fait nativement. Et donc, bah, tu peux déployer un ORM hyper rapidement, facilement, tout typé, bien propre. Et tu peux Ouais. l'exécuter sur du Edge. Et donc, le coût, c'est Ouais, bah, en quasi. plus, il est compatible avec plein de Et bases, ouais, Supabase, tout ça, enfin tous les projets un petit peu modernes. ouais. Donc ça, c'est top aussi. Beaucoup d'adapteurs, donc Turso, super projet. Ouais. ouais, Mm. super projet, vraiment super projet. ORM, si vous avez besoin de faire un ORM en JS TypeScript, regardez ça, c'est vraiment propre. Vraiment bien. Ouais. Alors moi, j'avais vu aussi Marmaid aussi. Je sais plus ce que c'était. J'ai déjà oublié ce que c'était. Mermaid, c'est pour la génération de Euh, diagrammes. Ah oui, c'est des graphes. Et en fait, c'est une sorte de langage pour faire des graphes. Ça ressemble un peu à du Markdown. Et en fait, tu fais Ok. des graphes à partir de texte. En fait, si tu vas dans la doc, il y a des exemples normalement. Et c'est assez, j'ai trouvé ça assez fou. En fait, tu prends un exemple de Gantt, par exemple, qui est à gauche là dans le menu, ou n'importe, hein, et tu verras en fait, pour générer un graphe, en fait, tu écris du texte et ça te génère les graphes. Excellent. Ah, là, tu peux faire Voilà, regarde. Tu vois le une code? mind Regarde, map. c'est du texte. Regarde le Ouais. code, c'est du texte et ça te génère.
un graphe. C'est Ah ouais. excellent. Ah, ça, c'est top solide, ça. Ah, je connaissais pas. Et, Ouais, moi non plus. Donc j'ai découvert ça et tu vois, regarde, juste avec un simple texte, tu arrives à faire une timeline, c'est tout. ah ouais, c'est vraiment propre, ça. Ah ouais, ça, c'est super intéressant. Super, super intéressant. Ouais, c'est une sorte de langage voilà, qui génère des graphes. Donc pas mal du tout. Par contre, c'est une Belle découverte. surcouche de Markdown ou pas? Je Ou c'est sais un pas. Après, langage, j'ai pas une approfondi. syntaxe à part spécifique? J'ai pas approfondi plus que ça. Après, j'ai juste Ok. regardé un peu les exemples, tout ça. Mais Mais ah ouais, tu peux faire des trucs vraiment complexes, quoi. ouais, ouais, très poussé. Ouais. Excellent. En le faisant simplement, parce que qui n'a jamais fait des graphes JS, c'est l'enfer un petit peu. Ouais, c'est super Et dur. là, c'est hyper simple en fait. Ouais. Et Ouais. après, il y avait, c'était quoi, Tabi. Alors, j'ai vu que dans le classement, il y a pas mal de systèmes pour dessiner, des sketchs, Escalidraw. Il y en a plusieurs en fait. Donc ça, c'est TLDRAW. TLDraw. Il y en a plusieurs. Il y en a 4, 5 comme ça. Alors, c'est des projets qui sont assez populaires, donc c'est cool. C'est des trucs, voilà, où tu as une sorte de dashboard, enfin Ouais, pour en fait de board créer pour faire créer des schémas avec des couleurs, des choses comme ça que tu peux après Ouais, donc ça, il exporter, y en a plusieurs dans le classement. que tu peux exporter. Donc, Ça devient populaire donc. ouais, assez surpris de ça. Et puis, ouais, donc Tabi, c'était quoi Tabi? Attends, je sais pas si on va le retrouver. Tabi. Tabi, Tabi, Tabi. Il doit être un peu. Ah, il est là. C'est quoi Terminal? Ah oui, c'est un terminal. Un autre. Oh la C'est vache. un, c'est un terminal multiplateforme, donc il marche aussi sur Windows, voilà, qui est Mais est-ce open qu'il source est par contre. collaboratif? Ah, celui-là, je sais pas. Non, je crois pas. Non, mais par contre, il est multiplateforme. Donc, pour Windows, si vous voulez un beau terminal, bah voilà, il y a celui-là. Ok, Et il est open source surtout. Celui-là, il n'y a pas d'objectif voilà, d'argent derrière, tout ça. Donc, ça, c'est ok. cool. Et, Pas mal. est-ce que toi, tu as switché de VARP à Tabi ou pas? Non, 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 T'es bah non. fou, t'es fou, t'es fou. Non, non. Non, mais sur Mac, déjà, on a pas mal de choix de terminal. Donc, Ouais, après, Warp, j'aime bien. Donc, après, bon, bah, c'est un terminal. Et puis, un dernier que j'avais repéré, alors il y en a d'autres aussi, mais deux derniers, allez, pour faire un dernier, c'est Bruno, Bruno. qui doit être vers la fin, je crois. J'ai regardé Bruno. sa vidéo, c'est assez intéressant. C'est quoi Bruno? Bruno. Alors, Bruno, c'est comme Postman ou, comment ça s'appelle, Insomnia. Ok. Ouais, il est là, Bruno, voilà. Donc, c'est comme Postman ou Insomnia, c'est un outil donc, pour faire des Pour requêtes exécuter à des ton API, requêtes? tout ça. Sauf que lui, il a été plus loin que ça, et c'est intéressant, et c'est ce qu'il explique dans sa vidéo, c'est qu'il a son idée en fait, c'est de stocker en fait tes collections dans ton projet. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il a créé des fichiers en point brut qui stockent Mhm. en fait donc toutes tes collections. Donc, quand il fait des requêtes, tout ça, des collections, ça va stocker un par fichier, par collection, par appel. Et en fait, c'est facile, c'est des fichiers qui sont faciles à lire, qui sont voilà, par rapport à Postman, tout ça, c'est ce qu'il explique, c'est très simple à lire, etc. Donc tu le stockes dans ton projet, donc Ouais. du coup c'est partagé, c'est light et c'est facile à lire. Et voilà l'avantage de Bruno, en fait, c'est que ça te permet de garder les collections dans ton projet, ça évite de surcharger le projet parce que c'est des fichiers qui sont assez simples. Et voilà, Ok. il y a une vidéo qui explique tout ça, c'est intéressant. Et du coup, bah voilà, un outil voilà, qui est open source, collaboratif, tout ça, pour faire, qui Et peut remplacer là, je Postman ou vois, Insomnia, quoi. il y a un pricing. Ok. Ah oui. Ah oui, un Gratuit. pricing, ouais. Open source edition, ouais. Ok, gratuit. Et après, la Golden, c'est pour les Du organisations support, et ouais, du avoir support. plus de protocoles, du WebSocket, du Socket.io, du JRPC. Mmh. Il gère tes secrets. Ok. Ok, intéressant. Le fait de stocker toutes les collections au sein du projet, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais. C'est vraiment Ouais, bien. faut regarder la vidéo. La vidéo est intéressante, faut regarder la vidéo, elle est pas très longue et puis il explique bien pourquoi il a fait ça, et cetera. Ça marche. Trop Mmh. cool. Yes, Voilà, voilà. Patrick, on en reste là Ouais. pour aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. On aurait pu en parler pendant longtemps, mais on va faire un Ouais, épisode court quand même. exactement, exactement. En tout cas, si vous avez des projets ou des outils que vous utilisez et vous voulez les faire partager, mettez-les nous dans les commentaires. On pourra repartager et tout ça, évidemment.
Toujours est-il, passez une excellente journée, un bon Ouais, code une à excellente vous. journée. Merci d'avoir resté jusqu'au bout de l'épisode et on vous dit à bientôt pour d'autres épisodes. Ciao, ciao! À plus, ciao.